Bon, je vois que le nombre de participants n'a plus l'air de trop évoluer, donc on va attaquer. Bonjour à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour cet atelier organisé par Digital 113 et qui sera dédié à la finance avec un objectif d'encourager les entreprises et les collectivités à s'engager dans la transition écologique. Et l'objectif de cet atelier est de voir comment la finance innove pour accompagner les collectivités comme les entreprises dans leur transition. Donc, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Delorme et Magali Rosso. Malheureusement, Séverin Fischer ne pourra pas nous rejoindre. Il a eu un empêchement qui l'empêche d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc, il va revenir à Magali Rosso et à Jérôme de répondre. Alors, je vais vous présenter très rapidement et puis en plus, je vous laisserai un petit peu plus de temps pour présenter votre entreprise et répondre à la première question. Donc, Magali, vous êtes directrice régionale sud-ouest de Greenflex et vous avez une longue expérience en finance puisque vous avez commencé votre carrière à la BPI France, donc la Banque publique d'investissement. Jérôme, vous êtes cofondateur de Mobitip. Alors, je vous laisserai présenter Mobitip. Et pareil, vous avez une longue expérience en finance puisque vous avez commencé par travailler au crédit coopératif. Vous avez aussi travaillé sur des fonds, donc ce qu'on appelle l'impact investing. Donc, je vous laisserai définir cette notion parce que si le numérique a son jargon, la finance n'est pas en reste et je pense qu'il sera important de traduire tous ces termes. Et vous êtes aussi membre de Global Alliance for Banking on Values. Donc, je vous laisserai expliquer ce qu'on entend par value. Alors, pour investir en douceur le sujet de la finance, j'aimerais vous poser une question. C'est est-ce que vous avez senti un changement perceptible dans le milieu de la finance sur les questions environnementales et est-ce que vous pouvez l'illustrer par quelques exemples? Magali, si vous voulez commencer. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que la finance est un domaine qui jusque-là était très ciblé sur, je dirais, quelque chose d'assez méconnu et de nébuleux. Et je pense que la finance, ou en tout cas la volonté des autres activités, est de s'emparer vraiment, en tout cas de combiner finance et transition. On parle beaucoup de finances durables, hein, alors au sein des entreprises, des organisations. Donc, c'est quelque chose une thématique qui arrive de plus en plus. Et maintenant, je dirais au quotidien, dans les projets qu'on accompagne, il y a une vraie volonté de combiner ingénierie technique et ingénierie financière pour pouvoir tout simplement comprendre un mécanisme global de projet d'efficacité énergétique, par exemple. Donc, quand on parle effectivement d'économie d'énergie d'un côté, de technicité d'un projet, hein, changer une chaudière, changer son éclairage en éclairage LED, et ben maintenant on est obligé de s'accompagner de la finance, de la direction financière, même des banques, pour pouvoir bien comprendre tout le coût de possession du projet et le retour sur investissement du projet. Et on a aussi, et ça c'est plus une volonté en fait au niveau national, hein, un programme qui s'appelle Invest, qui a été sous la coupe de la DGEC, de mettre en place en fait une formation aux banquiers, aux commissaires aux comptes et aux directions financières des entreprises pour tout simplement comprendre mieux les mécanismes du développement durable, des projets d'efficacité énergétique et passer le cas parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de freins aux investissements. Merci Magali. Jérôme, si vous voulez apporter votre réponse. Oui, alors en gros, quand on parle de finance, on a d'une part les investisseurs et on a d'une part les prêteurs, donc globalement les banques, et éventuellement une troisième branche qui sont les assureurs. Ces trois métiers qui sont assez différents, ils ont tous la même logique, c'est évidemment de gagner de l'argent un minimum, mais aussi dans leur métier, dans leur approche, c'est de maîtriser le risque. En gros, le banquier, sa légitimité dans la ville, dans la société, c'est parce qu'il est supposé capable de prédire qu'une entreprise sera toujours là dans 10 ans, alors il peut lui prêter, globalement. Donc, il analyse le profil de risque d'une organisation, publique ou privée, mais souvent privée, en fonction de différents aspects. Avant, c'était très humain. Il y a eu pendant un certain nombre d'années, pendant
on va dire, les 30 dernières années, il y a eu un gros recours à l'analyse statistique de données essentiellement financières, au point que des gens qui étaient banquiers depuis très longtemps ont été un peu dépossédés de leur savoir-faire, qu'ils avaient une analyse parfois très fine des personnes, du secteur sur lequel ils finançaient des actions, des opérations. Et en fait, les grandes banques, grandes machines bancaires, leur ont un peu rétréci leur rôle en leur imposant des moteurs de notation de risque, globalement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ces moteurs de notation de risque qui sont censés prédire le risque, bon, globalement, le prédisent plutôt bien à une petite échelle, à une échelle micro, mais plutôt mal à une échelle macro, puisque on voit ce que font les marchés financiers assez régulièrement, tous les 10 ans. Mais voilà, il y a cette notion de risque. Dans cette notion de risque, on a été très longtemps focalisé sur la dimension financière et progressivement, moi ce que j'ai observé ces 15 dernières années, c'est que des notions extra-financières, qu'on résume souvent par données ESG pour environnement, social, gouvernance, infusent petit à petit les moteurs de risque, les moteurs d'analyse statistique des banques et également des autres acteurs financiers. Donc ça, pour moi, c'est l'évolution majeure. Ça va très très lentement et c'est très insuffisant encore aujourd'hui, mais c'est quand même une évolution dans laquelle on pourra rentrer dans les détails parce que ça impacte globalement tout le monde à terme. Très bien, merci pour cette intervention. Alors, je n'ai pas précisé qu'on prévoit un temps de parole qui sera d'environ une demi-heure sur chacun des sujets, qu'il sera possible d'avoir des questions à la fin et qu'il est possible de faire part de vos questions dans la partie Q&A de Zoom, ce qui me permet de les voir et éventuellement d'en poser au fur et à mesure. Alors, pour illustrer justement la prise de conscience du monde de la finance, je vous invite à regarder donc cette planche qui est tirée du World Economic Forum. Donc, on est loin d'être sur un événement de l'Assemblée générale de Greenpeace. C'est vraiment des personnes qui s'intéressent à l'économie mondiale et qui ont estimé quels sont les principaux risques qui menacent l'économie mondiale. Donc, on a ici la probabilité d'apparence de ce risque et l'impact pour l'économie mondiale. Et ce qu'on constate, c'est que parmi les 9 risques principaux qu'on peut voir ici, il y en a 6 qui sont relatifs à l'environnement, puisque water crisis, donc une crise sur l'eau, je considère que c'est quand même de l'environnement. 2 qui sont relatives au système d'information, avec cyberattaque et effondrement du système informatique lui-même. Et le 9e risque, qui est plus bas en termes de probabilité et d'impact, c'est les maladies infectieuses, donc potentiellement le Covid. Et ces chiffres ont été publiés début 2020, donc juste au début ou pendant la crise Covid. Et donc on peut voir les autres impacts qui sont estimés comme étant les plus dangereux en termes d'impact, dont l'échec d'une politique sur le climat. Donc c'était juste pour illustrer cette prise de conscience qui semble être réelle et qui nous invite à dépasser nos a priori. Alors pour passer sur les questions suivantes, Magali, je pense qu'il serait intéressant d'aborder quelles sont les solutions de financement innovantes qui sont mises en place pour aider les entreprises à transiter, peut-être aborder la notion de déconsolidation et voir les outils qui peuvent être mobilisés. Je vais peut-être ouvrir la présentation. Oui, alors c'est vrai que en fait c'est très difficile. D'ailleurs, c'est vraiment la motivation dont je parlais, de pouvoir vraiment traduire quel dispositif existe dans le financement de la transition, parce qu'en fait on l'appelle comme ça. Ça reste très nébuleux. On s'aperçoit quand même que les PME ETI sont assez agiles et s'informent plus vite, mais je voulais simplement vous faire part en une synthèse, un petit schéma, si tu peux passer ouais, la slide juste après. Voilà, c'était pour vous donner un aperçu, je dirais en une diapositive, les différents dispositifs qui peuvent exister. Alors bien sûr, ce sont les principaux et derrière, il y a tout un schéma contractuel qui peut être très différent selon les projets. Mais là, vous avez en fait
la partie expertise financière et donc la complexité financière à mener selon les dispositifs. Vous avez également, du coup, en abside, la partie expertise énergétique. C'est plus on va vers la droite et plus l'expertise énergétique est indispensable à avoir, en tout cas est de plus en plus nécessaire. Et en fait, la jonction des deux sont positionnés les différents dispositifs aujourd'hui qu'ont les entreprises et même les organisations publiques pour financer leur transition énergétique et environnementale. Donc évidemment, vous allez avoir aussi la taille des bulles, qui est la fréquence d'utilisation. Et puis, plus la couleur est foncée, plus vous avez l'adaptation aux besoins énergétiques. C'est un multi-entrée, mais ça permet de synthétiser le marché aujourd'hui pour vraiment aider à adapter les outils au financement de la transition. Donc évidemment, le financement dit corporate, vous avez les crédits et les fonds propres qui sont à disposition des entreprises. Donc là, crédit voulant dire prêt bancaire. Et là, vous êtes directement sur un risque, puisque Jérôme en parlait, on est vraiment en fonction des risques directement de l'entreprise. On n'est pas sur un risque projet, on est vraiment sur un risque corporate. Et là, évidemment, les entreprises, et ça a été un peu le frein aujourd'hui, c'est qu'elles vont surtout se baser sur leurs fonds propres pour pouvoir financer leur transition, alors que des fois, il y a des mécanismes beaucoup plus intéressants, beaucoup plus adaptés. Donc, c'est encore très utilisé, évidemment. Il y a pas forcément d'expertise énergétique nécessaire, évidemment, puisqu'elles l'actionnent quand elles ont besoin. Vous avez également tout ce qui est leasing et location, où là, ça va être plus adapté, puisque vous pouvez directement s'attacher à un équipement énergivore, puisqu'effectivement, derrière des fluides, il y a des équipements. Et donc, c'est directement en lien avec la durée de vie et l'utilisation des équipements. Donc déjà, c'est un peu plus adapté. C'est très utilisé et ça peut effectivement répondre à une logique de durée de vie. Si on va un peu plus loin, vous avez peut-être entendu parler du contrat de performance énergétique. Donc, il faut savoir que ce sont des types de contrats qui engagent donc le preneur du CPE envers son client sur une performance énergétique. Et donc, évidemment, s'il ne l'atteint pas, il a des pénalités ou en tout cas, il a un remboursement à effectuer. Ces contrats de performance énergétique sont soit d'un contrat de service pur, soit embarquent ce qu'on appelle du CAPEX. Donc, cette capacité à investir dans des équipements, les conduire et avec cet équipement mis à disposition, le fournisseur peut donc s'engager sur une économie d'énergie. On le retrouve beaucoup dans tout ce qui est utilité, je dirais, classique sur des chaudières, du CVC, de l'éclairage. Les aides et C2E sont évidemment très, très prisées aussi. Et ça, le plan de relance, il va vraiment être intéressant dans le financement de la transition. Où là, on a vraiment ce mécanisme aujourd'hui qui va permettre d'orienter les entreprises. Et les certificats d'économie d'énergie en abrégé C2E est aussi un énorme booster et de plus en plus prisé pour tout simplement accélérer la transition. On en entend moins parler et c'est moins, je dirais, plébiscité en France, mais c'est un dispositif qui tend à émerger de plus en plus, mais qui demande énormément je dirais, d'expertise, excuse-moi, une mouche, qui demande vraiment beaucoup d'expertise financière et énergétique, puisque plus on va sur une expertise nécessaire et tout simplement, plus on vient apporter, je dirais, une contrepartie au risque qu'il y a derrière. Donc finalement, là, on a une première réponse à votre question, Emmanuel, qui est de dire quels dispositifs il existe pour financer la transition. Donc, vous les avez principalement. Et après, selon ces dispositifs, en fonction des schémas, on peut parler de déconsolidation ou non. C'est un gros mot aujourd'hui, mais qui est de plus en plus finalement attendu, puisque au-delà de la situation économique qui est très tendue maintenant pour toutes les entreprises, il y a les normes qui sont sorties, donc évidemment sous le nom d'IFRS 16, et qui viennent
et ben, tout simplement taguer l'ensemble des endettements, y compris des loyers que vous pouvez avoir, hein, du bail locatif que vous avez sur un immeuble. Tout doit être reconsolidé en fait en dette dans les bilans des entreprises. Donc là, évidemment, à la base, ça pèse lourd, mais c'est aussi une manière de voir, d'avoir une transparence sur la situation financière des entreprises. Donc cette reconsolidation est un peu plus lourde, évidemment, pour les entreprises, les grandes entreprises, aux entreprises du CAC 40 qui sont soumises du coup à ces normes. Mais il y a cette capacité, via des dispositifs comme ceux que je viens d'indiquer, de parler de déconsolidation. Et cette déconsolidation, elle va surtout passer par quelques notions. La première, il faut montrer qu'on finance des équipements qui sont à moins de 5 000 $ l'unité. Ça, c'est le premier sujet. Et si ce n'est pas le cas, vous allez rentrer dans une logique de contrat de service. C'est-à-dire qu'il faut montrer que le contrat que vous avez de financement, ou en tout cas de service, ne peut pas être directement intégré dans votre bilan. C'est-à-dire que finalement, vous ne pouvez pas engager cet équipement dans votre bilan. Donc on peut chez Greenflex, on le pratique aujourd'hui, mais on y met énormément de services. Ça ne peut pas être un contrat de financement lambda. D'ailleurs, les banques aujourd'hui ont cette difficulté de proposer des contrats déconsolidants. Et on est beaucoup plus sur des contrats de performance énergétique ou des PPA pour pouvoir répondre à cette logique de déconsolidation. Alors, il y a une question. Dans les questions, il y a une personne qui demande par rapport à ce graphique, dans le schéma, où se situeraient les PPP, donc partenariat public-privé. Alors là, vous avez, effectivement, il faudrait faire le même schéma avec, je dirais, les sociétés porteuses des contrats, puisque là, vous avez vraiment les types de contrats qui peuvent exister, et les PPP sont finalement des types de contrats, mais aussi sont des sociétés porteuses de projets. Donc, un PPP, vous avez donc une société souvent mixte, public-privé, qui va pour le coup avoir un contrat ensuite de partenariat. Et ce contrat-là, et là on se retrouve souvent dans les considérations de pouvoir adjudicateur. En ce moment, finalement, il va y avoir un problème d'étalement de la dette. Et donc là, vous êtes limité à toutes les règles liées au pouvoir public. Donc on n'est pas tout à fait dans cette logique-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les hôpitaux, tous les bâtiments publics qui sont liés aux décrets tertiaires qui doivent se rénover, en fait, ils ont une problématique aujourd'hui, c'est que s'ils contractent un financement, ils sont soumis à plusieurs règles. Et le PPP en fait partie. En tout cas, les contrats de partenariat en font partie. Donc, ils ne sont pas tout à fait soumis aux mêmes règles. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça vaudrait le coup d'avoir un autre schéma sur PPP ou société de projet ou dispositifs porteurs des contrats qui sont énoncés dans cette diapositive. Oui, je pense qu'on a compris, donc ça relève en fait du droit public et que c'est très cadré le financement Oui. de tous les organismes publics. Très bien. Je vais peut-être passer à la planche d'après. C'était essentiellement sur Ça. cette base-là, en fait, voilà, de discuter des dispositifs. Merci beaucoup pour la réponse. Jérôme, vous voulez peut-être apporter d'autres éléments par votre expérience sur du crédit coopératif? Oui, alors plusieurs choses. Donc, donc moi, j'ai travaillé au crédit coopératif, donc vraiment en tant que banquier. Sur deux choses, sur la conception de produits bancaires pour qu'ils soient responsables, et même au-delà du responsable, qu'ils soient traçables en fait. Dans la mesure où c'est la finalité d'une banque dans la perspective de transition écologique et environnementale, c'est écologique et énergétique, pardon, c'est le fait de financer cette transition. Pour la financer, c'est pas si évident que ça parce que déjà il faut pouvoir agréger des ressources d'acteurs économiques, donc globalement l'épargne des ménages, mais pas uniquement, et l'orienter vers des
des acteurs qui sont suffisamment pérennes pour pouvoir rembourser ça, quand on parle des banques, pour pouvoir rembourser les prêts. Donc les banques, elles sont plutôt volontaires à la base pour dire pas de problème, nous on veut bien financer des projets de transition, mais encore faut-il qu'ils existent, qu'ils soient à peu près pérennes et qu'ils soient voilà, et qu'on puisse les détecter. Du coup, ça fait une dizaine d'années qu'au sein des entreprises, au sein des banques, pardon, il y a des vrais travaux faits sur la taxonomie ou la nomenclature au sein des systèmes d'information des banques pour se dire finalement de quelles données on dispose sur nos clients pour évaluer leur profil environnemental ou leur profil de performance extra-financière. Donc, ça vaut peut-être le coup de définir un petit peu plus ce qu'est cette taxonomie, parce que c'est un terme quand même assez barbare et qui ne sera pas compris de beaucoup de personnes, je pense. Par exemple, un truc tout bête, c'est que en fait, les banques ont des très vieux systèmes d'information, très souvent. Elles fonctionnent sur des choses qui sont très robustes d'un point de vue opérationnel, mais qui sont assez anciennes. Et donc, il n'y a pas tant d'informations qui passent dans les tuyaux d'information bancaire. Et parmi les choses qui passent, il y a évidemment ce que toute entreprise a, c'est-à-dire un numéro d'identité, c'est son SIREN, éventuellement son SIRET, et aussi son code NAF. Et en fait, à quoi ça sert son code NAF ? Ça sert à la puissance publique, mais aussi à certains autres acteurs, notamment les financiers, pour savoir dans quel domaine se situe l'entreprise, quel est son champ d'activité. Ce qui est une très grosse approximation et qui souvent, notamment dans la transition écologique, est très imparfait, le code NAF. Mais typiquement, le code NAF est une information qu'un investisseur, un financeur plutôt, peut réutiliser pour se dire j'ai envie de travailler avec, je ne sais pas moi, le secteur de la rénovation énergétique. Quels sont les codes NAF qui me permettent de détecter les opérateurs de la rénovation énergétique. Et en fait, il se trouve que ce n'est pas comme ça qu'on peut les détecter. Mais c'est comme ça que le travail de réflexion s'amorce dans les banques. C'est-à-dire quelles sont les données qu'on a à disposition pour flécher petit à petit nos clients et en gros valoriser ceux qui sont dans des champs d'activité, en gros ce qu'on appelle les éco-activités, qui sont plus ou moins les secteurs d'activité de demain en fait, et pour mettre petit à petit de côté, mais bon, très souvent c'est encore des très très gros clients, ça représente la très grande majorité du bilan bancaire du bilan des grands groupes bancaires. Donc ces anciennes activités qu'on va dire, alors soit tout simplement les énergies, la production d'énergie fossile, mais pas uniquement, ça peut être, je ne sais pas moi, l'industrie du diesel par exemple. Donc les banques effectuent ce travail de comment j'arrive à définir les secteurs que je veux financer demain et dès aujourd'hui si possible, et ceux sur lesquels j'essaye de mettre un peu la pédale douce. Sauf que ça, c'est pas du tout évident parce que en fait, les outils à disposition sont très limités. Donc, il y a différentes initiatives qui se sont montées au cours des 10 dernières années. Et c'est vrai que alors moi, j'en ai travaillé j'ai travaillé sur une nomenclature qui était particulièrement ambitieuse parce qu'elle regroupait toutes les banques durables de la planète. C'est-à-dire que moi, je travaille au Crédit Coopératif, mais on était au sein d'une alliance emmenée par la banque Triodos. Et en gros, la banque Triodos, c'est un peu la référence mondiale en matière de banque durable, c'est-à-dire qu'ils ne financent vraiment que des choses qui permettent une transition énergétique et écologique. Par ailleurs, toutes les pratiques de l'entreprise sont cohérentes avec cette finalité. Ce qui est très très rare dans le monde bancaire, c'est-à-dire que même quand on dit qu'on finance tel ou tel domaine, en général, on ne s'interdit pas de financer autre chose. Et surtout, on peut avoir des pratiques par ailleurs qui peuvent être très controversées en matière de paradis fiscaux, de trading haute fréquence, etc. Enfin, bref.
Du coup, c'était une initiative vraiment ambitieuse qui revenait vraiment à dire mais comment on détecte dans nos différents outils bancaires et dans nos différents outils de statistiques nationales ces éléments. La conclusion, c'est que ça s'avère assez insuffisant. Donc, on avait développé d'autres proxys, ce qu'on appelle d'autres petits capteurs qui permettent d'approcher ça. Donc, je n'aurai peut-être pas le temps d'entrer dans les détails. Et par ailleurs, cette année, en fait, la Commission européenne a dévoilé il me semble que c'est une loi, enfin un règlement européen, sur une nouvelle taxonomie. Donc, comment on classe les activités de tout le système économique, plus ou moins en 3 catégories. En gros, ceux qui permettent de faire avancer la transition, ceux qui sont relativement neutres et ceux qui sont clairement fossiles et qu'il va falloir clairement réduire si on ne veut pas aller dans le mur. Rien que ça, en fait, c'est une très grosse avancée, c'est très intéressant. Ceci dit, c'est probablement encore insuffisant dans la mesure où on reste sur des approches qui sont juridiques, c'est-à-dire sur les statuts d'entreprise, les codes NAF, etc. Et il y a beaucoup de gens désormais qui disent qu'il faut absolument une approche physique. Il faut une lecture vraiment de l'empreinte carbone, de l'énergie consommée pour tous les secteurs et d'une certaine manière complètement décorrélée de la lecture classique financière, mais liée à l'intensité énergétique, l'intensité carbone de chaque secteur, de chaque activité et de chaque entreprise. Donc ça, c'est un gros débat, mais qui est super intéressant et qui, voilà, à mon avis, n'a pas fini de faire parler de lui. Et juste pour finir, je dis tout ça parce que ce travail-là, à quoi ça aboutit, notamment au Crédit Coopératif, mais désormais il y a des émules ailleurs, c'est que ça permettait, in fine, de produire des services bancaires spécialisés pour les activités mieux-disantes, sachant que les activités trop fossiles, elles étaient carrément blacklistées, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de financement. Et que du coup, pour tous les acteurs qui basculent dans cette transition, ils peuvent avoir quand même des dispositifs un peu VIP pour trouver de la ressource et avancer dans leurs opérations. Dernière chose, et après je m'arrête, on parle très souvent des choses positives, mais en fait, je pense qu'il faut plutôt regarder les choses négatives sur le côté de la transition écologique et énergétique. En fait, la meilleure approche en termes d'analyse de risque pour la finance, pour les financiers, eh bien, c'est donc les financiers regardent le défaut, le risque de défaut d'une contrepartie. Je prête à quelqu'un ou j'investis chez quelqu'un, est-ce que ce quelqu'un il sera toujours là dans 1 an ou dans 10 ans? Il y a plein de manières de faire ça. Mais dans l'approche de la performance extra-financière, ce qui se révèle très très pertinent quand on analyse des données, quand on manipule des grands volumes de données, c'est ce qu'on pourrait appeler la négligence. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui se mettent sur certains sujets en avance, donc ça c'est les pionniers, c'est les bons élèves, très bien. Il y en a qui passent avec le troupeau, voilà, il vaut mieux avoir, voilà, parfois c'est mieux d'être dans le courant, et il y en a qui sont clairement en retard. Et ces gens-là, enfin ces entreprises-là, mais derrière c'est des personnes, eh bien, on peut qualifier ça de négligence quand on connaît la gravité en fait de ce qui nous attend. Et du coup, il y a notamment chez les assureurs, de plus en plus, il y a des initiatives qui ne font pas trop parler d'elles parce que c'est relativement sensible, mais les capteurs qu'ils mettent sont plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire est-ce que cette entreprise ou est-ce que ce chef d'entreprise, on ne le dit jamais comme ça, mais ça revient à ça, c'est est-ce qu'il est négligent du point de vue environnemental? Et derrière, il y a des actuaires, il y a des statisticiens qui sont en mesure de démontrer qu'il y a des corrélations et même des causalités, même si ça c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans le champ des causalités, mais qu'il y a des corrélations entre une entreprise qui est quand même bien disante
du point de vue extra-financier, de sa RSE, etc., et de sa prospérité économique. Voilà. Donc, il y a des schémas financiers qui se mettent en place et dont il faut faire attention désormais. Magali, vous voulez peut-être ajouter quelques éléments par rapport à la taxonomie et à cette obligation de reporting extra-financier, justement? Oui, alors c'est vrai que, donc, faut pas confondre avec la taxidermie, mais la taxonomie, en fait, bon, c'est un mot qui apparaît depuis quand même très peu de temps, mais ça revient à dire, et comme le disait Jérôme, un référentiel, un langage commun en fait entre normalement tous les pays de l'Union européenne sur taguer, flaguer effectivement les activités vertes ou pas vertes, ou en tout cas plus ou moins durables, et se mettre d'accord du coup sur qu'est-ce qui est vraiment durable. Donc, je vous avoue que le chantier, à mon avis, va prendre un peu de temps et surtout qu'on n'aura pas la même façon de voir en fonction des cultures, en fonction des pays, en fonction de l'historique de chaque pays, en fait, une activité verte ou pas. Mais ça a le mérite en tout cas de forcer les gens, les entreprises à rentrer dans une dimension, en tout cas les aider à orienter leur volonté et aussi, comme le disait aussi Jérôme, ceux qui sont pas dans le mouvement vont se retrouver à côté et pour le coup, ça va directement impacter leur performance économique. Donc ce référentiel, il est à l'initiative de la Commission européenne, hein, c'est un groupe d'experts qui s'est planché dessus. Et la raison principale, c'est qu'on estime à entre 175 milliards et 290 milliards d'euros le besoin de financement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, ne serait-ce que pour le climat. Et donc, pour flaguer, flécher en fait les investissements dans des vraies activités durables, c'était nécessaire de pouvoir en tout cas se mettre d'accord sur des grandes catégories d'activités. Donc ça, c'était effectivement pour la taxonomie. Évidemment, il y aura peut-être la taxonomie française ou peut-être celle de chaque pays. Et dans ce cas-là, quand on a cette volonté de rentrer dans un référentiel, on a aussi cette volonté de rentrer dans une performance économique. Alors, chez Greenflex, nous, on a toujours prôné l'écologie comme étant reliée directement à la performance économique. Je m'explique. On parlait de RSE. Et je pense que les entreprises ont de plus en plus conscience de l'impact extra-financier et tout de suite évidemment sur la RSE. Quand on met en place une démarche RSE en fait, dans une entreprise, on s'aperçoit en moyenne qu'on a une augmentation de la productivité de 10%, qu'on a une amélioration de la motivation des salariés de plus de 25%. On s'aperçoit que on est reconnu et beaucoup plus identifié par les grands donneurs d'ordre, si on parle de PME, ou par les parties prenantes ou les ONG quand on est grand donneur d'ordre. Donc il y a évidemment une performance économique et qui est vraiment qui est indispensable, mais en plus c'est un nouveau marché en fait. Donc si on n'y est pas, en fait on risque de vraiment passer à côté de sa propre viabilité économique. Et je voulais donner un exemple sur un accompagnement qu'on fait nous. L'Oréal, qui a effectivement cette volonté de marketer très fortement en fait son accompagnement en tout cas sa démarche environnementale. Alors peut avoir des griefs, mais à accompagner des PME dans le financement de leur propre démarche RSE. Donc ils ne le font pas évidemment gratuitement. Ils savent qu'en mettant à niveau leurs propres sous-traitants ou en mettant à niveau leur propre démarche et en finançant en fait même leurs propres sous-traitants, ils se mettent eux-mêmes dans une dynamique qui va servir tout le marché. Donc ça passe aussi par là. Très intéressant. Dans les solutions qui peuvent être apportées aux entreprises pour
entrer dans ces logiques de transition. Il y a aussi des solutions de tiers investissement. Donc, on a vu tout à l'heure les PPA, Power Purchase Agreement, qui sont des possibilités. Ce matin, lors de l'introduction du Green IT Day, intervenait Stéphanie Andrieux, qui est élue à la CCI de Montpellier, mais qui est aussi la directrice générale d'Urba Solar. Donc, qui travaille dans le photovoltaïque et qui propose aussi des solutions de tiers investissement. On peut peut-être développer un petit peu en quoi consistent ces solutions. Oui, alors c'est vrai que on parle, en fait, déjà peut-être définir ce que c'est la différence entre tiers investissement et tiers financement, puisque on peut faire les deux sur une même opération. En fait, on est tiers investisseur quand dans une société de projet, on est actionnaire de la société de projet qui va porter l'ensemble du programme à destination d'un client. Donc, je vais prendre un programme par exemple, récupération de chaleur fatale, hein, qui est un peu les sujets en ce moment chez les industriels. Donc, c'est je vais apporter, moi en tant qu'investisseur, un actionnariat donc sur un programme qui fait 1 million d'euros. Je vais chercher sur cette société de projet à trouver un fonds d'investissement ou un actionnaire potentiel. Donc, ça peut être un fonds d'investissement ou ça peut être même, et on est en train de le faire pour des industriels de la région, la capacité à faire participer des salariés via une société tierce. Donc ça, ce sont des tiers investisseurs puisqu'ils arrivent en actionnariat dans une société de projet qui, elle, va être directement porteuse du programme. Vous avez dans la société de projet aussi la nécessité d'aller chercher des lignes bancaires, puisqu'évidemment, sur un programme d'1 million d'euros, admettons que 10% en capital, il vous faut trouver les 90% restants. La plupart du temps, ce sont des banques qui vont prêter sur un risque société de projet et qui va donc du coup financer le reste du programme. Et cette société de projet, finalement, elle est elle-même en fait tiers financeur pour le bénéficiaire. Donc souvent cette notion est confondue puisque on peut être tiers investisseur et en même temps tiers financeur pour le programme. Souvent les tiers investisseurs, vous en avez un très connu sur la région Occitanie qui est l'Agence régionale énergie-climat, qui a le mandat de la région pour investir en actionnariat dans les sociétés de projet pas à plus de 50%, mais pour booster les investissements. Ce sont des tiers investisseurs. Et voilà, pour faire la différence. Et après, sur le tiers financement, au sens société de projet, elle peut porter, comme je disais, des contrats type leasing, type contrat de service, type contrat de performance énergétique ou type PPA. J'espère avoir été claire parce que c'est vrai que c'est des notions qui peuvent être assez indigestes. Mais voilà la définition, je dirais, synthétique et la différence peut-être entre les deux. On peut peut-être prendre un cas d'une société qui a un bâtiment en propre et qui veut mettre du photovoltaïque dessus et expliquer comment ça se passerait si elle ne fait pas l'investissement elle-même et si c'est un tiers qui le fait. Alors, sur la partie, alors le photovoltaïque, c'est un peu particulier parce que on prend toujours notre société de projet dans laquelle on va estimer le besoin en photovoltaïque sous forme d'enveloppe. La modélisation va être très intéressante puisqu'en fait, on va plutôt on peut faire deux choses. Soit proposer un contrat d'énergie, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être une société qui fait porter le photovoltaïque et demander un bail à un bâtiment. Tout ça à l'intérieur de la société de projet. Donc, vous avez deux contrats, un contrat d'énergie et un contrat de bail. Et donc là, vous n'êtes, en tant que client, vous n'êtes pas du tout dans une logique d'acquisition, pas d'achat en fonds propres. Vous êtes vraiment dans une logique de je paye tant par mois parce que je mets à disposition du photovoltaïque qu'on a installé sur mon toit. Ça, c'est la première façon de financer. Et là, on est vraiment sur du tiers investissement. Quelqu'un investit pour vous, vous rémunère pour avoir mis en place du photovoltaïque. Et du coup, vous avez aussi un contrat de bail avec le preneur du projet en panneaux photovoltaïques.
Ou alors, vous pouvez être sous un autre format. Ça dépend un petit peu du besoin. Ça dépend aussi de la rentabilité que vous cherchez à avoir. Et dans ce cas-là, vous pouvez être uniquement en tiers investissement, c'est-à-dire que vous avez un contrat de financement porté sur une société de projet qui va donc, comme je le disais, englober le projet global de panneaux photovoltaïques. Et l'intérêt, c'est d'y mettre aussi tout ce qui est lié à la maintenance et à l'entretien. Donc là, vous avez un contrat de financement, contrat de service, et pas un contrat d'énergie avec cette société de projet. Là, vous avez un tiers financement. Ce qui est important, c'est que le calcul n'est pas le même. Un tiers investisseur, il va chercher à regarder le taux de retour le taux de retour de son investissement, ce qu'on appelle le TRI. C'est la rentabilité de son investissement. Donc souvent, ils sont sur plus longtemps et c'est des investissements, ce sont des tiers investissements qui peuvent être sur 20 ans, par exemple. Alors qu'en tiers financement, on va être sur un risque projet. On est sur des temps de retour peut-être un petit peu plus courts parce qu'en autoconsommation, et là, je ne vais pas dans le détail, mais ça veut dire que vous consommez pour vos propres usages, qui sont normalement bien dimensionnés à votre profil énergétique. Et dans ce cas-là, ça peut être un financement sur 10 ans, ce qui peut tout à fait suffire pour avoir un retour sur investissement parfois immédiat. Évidemment, vous étalez dans le temps le montant global toujours de 1 million d'euros de projet sur 10 ans versus en fait l'économie que vous allez faire en passant non pas par votre contrat d'énergie habituel, mais par la production d'énergie de votre panneau photovoltaïque. Très bien, moi, je pense que c'est clair. Il y a une question qui a été posée en direct. Dans quelle mesure la diminution du LCOE peut faire tendre un financier à investir? Est-ce un frein ou un atout? Alors, je ne sais pas, peut-être Jérôme, si vous... Oui, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si je répondrai correctement à la personne, parce que Ça vaut le coup de définir le LCOE, je pense déjà. donc, ça veut dire Levelized Cost of Energy, et ça signifie coût actualisé de l'énergie. Donc là, ça, c'est la magie des visios, hein, c'est que je suis allé regarder sur Google ce que ça voulait dire. Honnêtement, je n'étais pas familier de cet acronyme, mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, désormais, les entreprises, enfin les financeurs, cherchent à comprendre quel est le profil extra-financier de leur contrepartie, avec l'idée derrière que plus le profil est bon, plus l'entreprise a une chance d'être rentable dans ce monde fini. Un exemple tout simple aujourd'hui, ça peut être qu'une entreprise de plus de 500 salariés, elle a normalement l'obligation de faire un bilan carbone. Et une entreprise de plus de 100 salariés, sur un site de 100 salariés, elle a l'obligation de faire un plan de mobilité. Donc ça, c'est des obligations légales et il y a même des amendes qui sont prévues, même si ces amendes ne sont jamais prononcées. Mais ça risque d'arriver quand même petit à petit. Mais rien que ça, se dire, est-ce que cette entreprise, elle respecte la loi ou bien est-ce qu'elle ne la respecte pas? C'est déjà une manière d'approcher les choses. Le lien que je fais avec la question, c'est que, par exemple, quand on fait un bilan carbone, ou quand on fait un bilan GES, c'est le niveau un tout petit peu en dessous, ça permet de comprendre quelle est la sensibilité de son activité à la variation des prix de l'énergie. Parce que, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on parle beaucoup d'électricité, mais dans les chaînes de valeur actuelles, et même dans le digital, hein, le digital, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le digital est un service qui serait assez haut dans la pyramide de Maslow des activités économiques, donc assez haut dans le développement de la chaîne économique. Ceci dit, il est très très dépendant de tout le reste, puisqu'il sert aux autres, il dépend des autres pour tout un tas de trucs. Donc il est parfaitement imbriqué en fait, et il dépend dans les chaînes de valeur des autres aussi. Le travail d'un bilan carbone, ce qui est super intéressant, c'est que ça permet sans avoir une approche morale ou moralisante ou moralisatrice, c'est de se dire, mais c'est quoi ma sensibilité quand le prix du pétrole varie? Comment peuvent être répercutés tous ces phénomènes sur mes fournisseurs et sur mes clients? Et du coup, et dans une approche énergétique globale, c'est-à-dire qu'on
on ne prend pas en compte que l'électricité, qui ne représente que 20%, je crois, de la consommation énergétique globale de notre système. On prend en compte surtout le pétrole, qui est en fait le sang de notre économie. C'est très clair. Sachant que le pétrole, désormais, c'est un consensus, puisque c'est l'AIEA, je crois, qui a désormais accepté, avec quelques années de retard d'ailleurs, de dire que le pic de pétrole conventionnel était passé depuis un certain nombre d'années et que même le pic de pétrole non conventionnel était passé. Donc, en gros, la sensibilité des prix des matières premières pour l'énergie probablement n'a pas fini d'être très volatile à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que oui, des fois, comme on l'a vu dans le Covid, bien sûr, ça passe quasiment à zéro, voire négatif le prix du pétrole. Sauf que derrière, il y a des effets en fait, dont il faut comprendre. Mais la tendance globalement du pétrole, ça va être une raréfaction parce que le pétrole, globalement, a été une bénédiction pour l'être humain en termes d'efficacité énergétique. C'est quelque chose qui est extrêmement peu cher et qui est extrêmement intensif en énergie. Sauf que ça, c'est bientôt fini, donc on va devoir basculer sur progressivement d'autres sujets et que ces basculements-là vont se faire pas sans tension sur les marchés des prix de l'énergie. Et que oui, tous les acteurs économiques et évidemment les financiers regardent de plus en plus cette dimension-là. Alors, je ne sais pas si ça, en tout cas, les financeurs, oui, regardent désormais, je pense, de plus en plus l'intensité énergétique et dans l'intensité énergétique, le mix énergétique d'une activité ou d'un projet. Alors, on peut peut-être quand même répondre que bien sûr, moins on paye l'énergie chère et plus les retours sur investissement sont longs pour investir dans la transition. Donc, si je prends l'exemple qu'on compare le prix de l'électricité en France ou en Allemagne, l'Allemagne paye 2 fois plus cher son électricité. Étonnamment, le même projet d'éclairage LED en Allemagne ou en France, il va être 2 fois plus long à amortir en France, ce qui peut être d'ailleurs très tendancieux parce que le contenu carbone, par contre, de l'électricité française étant plus bas, on peut avoir une rentabilité très longue sur le plan financier et une rentabilité qui n'est jamais atteinte sur le plan CO2, puisque l'investissement qu'il a fallu faire pour fabriquer les équipements, en fait, ne va pas être atteint sur la durée de vie des équipements en question. Oui, tout à fait. Donc, je pense que ça peut peut-être répondre à la question et ça va nécessiter en fait de dire que sur chaque projet, il est nécessaire d'avoir une étude vraiment fine de l'investissement financier, de l'investissement carbone et énergétique pour lier les deux. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On est à 10 minutes de la fin de cet atelier. Je souhaitais qu'on laisse un petit peu de temps. Donc, si des personnes veulent se manifester pour émettre des questions, vous avez le Q&A qui est là-haut. Donc, c'est le moment. Et sinon, comme Jérôme a préparé quelques planches, nous pouvons peut-être passer à la présentation de ces planches si je vois qu'il n'y a pas de questions qui sont formulées. Il y a quand même 32 personnes qui sont présentes lors de cet atelier. Donc, c'est une question au fond de la salle. ça, mais alors vraiment très très au fond. Ah si, il y en a une qui vient d'arriver. Les financeurs regardent de plus en plus le coût global d'un projet. Alors, coût carbone, coût recyclage. Donc c'est la question. Moi je dirais que... Alors est-ce qu'ils le font? Malheureusement non, pas trop. Parce que c'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est le coût global d'un projet. En fait, on a des analyses en cycle de vie quand on parle d'un produit ou quand on parle même d'un site éventuellement. Là, oui, on peut raisonner sur un projet, mais souvent, la contrepartie, des fois, il y a des sociétés projets, mais la réalité des PME, globalement, c'est quand même que c'est l'entreprise elle-même qui va emprunter. Donc, c'est plus difficile de distinguer le coût global en fait, d'un projet, mais avec une société, une PME classique entre les deux. Donc, en termes d'information de chaque côté, c'est vraiment pas évident. Et par contre, de plus en plus, oui, il y a quand même une analyse sur l'empreinte carbone
qui est, pour l'instant, c'est pas un, comment dire, c'est pas un must-have, c'est un petit plus. Ça fait toujours bien, je pense, désormais, d'avoir un bilan carbone affiché dans son dossier de financement. Ceci dit, pour l'instant, à ma connaissance, mais en plus je suis sorti quand même du système depuis un moment, c'était absolument pas une nécessité. Peut-être que demain, un comité de crédit, il ne regarde pas le dossier tant qu'il n'y a pas le bilan carbone attaché au dossier. C'est tout à fait possible, ça. Et idem peut-être pour le recyclage, mais là, je suis moins connaisseur. Peut-être pour compléter, en fait, c'est vrai que je dirais quand on parle de financier, il y a vraiment les banques, il y a les commissaires aux comptes, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier, ceux qui font la comptabilité et derrière qui vont faire leur rapport, PME, ETI ou grand compte, hein, et il y a vraiment la direction financière. Et ce parterre de financiers aujourd'hui, c'est vraiment le constat hein, qui a été fait, alors peut-être plus dans l'industrie, mais c'est vrai, je dirais dans tous les secteurs, c'est vraiment justement la prise en compte, ne serait-ce que des économies d'énergie dans la dimension financement d'un projet ou pas, elle n'était pas du tout prise en compte. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas la notion, et encore maintenant, hein, on le voit, la notion de j'incorpore les économies d'énergie ou même les économies sur la maintenance. Bah, demain, je suis sur des choses beaucoup plus durables, j'ai moins de maintenance, et bah, je le prends en compte ou pas, c'est pas mon domaine. Hein. Et donc, on est vraiment au carrefour d'une éducation autour de qu'est-ce que c'est un projet environnemental et énergie. C'est à la fois prendre en compte toutes les dimensions, donc c'est pas encore vrai, et ça permet notamment de dérisquer des projets. Alors les banques sont de plus en plus à l'écoute quand même. On a des partenariats avec LCL, Crédit Agricole, qui font des partenariats, d'ailleurs pas que avec nous, mais avec d'autres acteurs en fait de l'énergie et de l'environnement, justement pour apporter toute la dimension d'audit énergétique et de diagnostic RSE et un regard critique sur les projets d'énergie. Si demain, je vous donne un exemple sur un projet, c'est le cas en ce moment, de 4 millions d'euros, j'ai 2 millions d'euros de C2E, de certificat d'économie d'énergie, ça veut dire que je diminue de moitié mon risque. Et ça, les banques, à l'époque, il y a encore 2-3 ans, n'avaient même pas conscience qu'il y avait une aide sur l'efficacité énergétique. Quand en plus, on étale dans le temps, on améliore le retour sur investissement par l'économie d'énergie même du projet, ce n'était pas aussi pris en compte. Et pareil, idem sur les autres. Donc là, on sent qu'il y a une volonté des banques de comprendre ce que c'est un projet énergie-environnement. C'est une première chose. On commence à comprendre que les directions financières, mais je dirais les plus agiles, c'est les PME et ETI hein, qui sont maintenant beaucoup plus matures sur le sujet des dispositifs et qui vont comprendre en fait la combinaison entre ingénierie financière et ingénierie technique. En fait, c'est le match gagnant. Et donc, je pense que ça tend à changer positivement. Alors, il y a une nouvelle question, alors qui n'est pas vraiment une question, qui est plutôt une remarque en disant la difficulté est l'outil pour mesurer le bilan carbone. Il est souvent coûteux pour les entreprises et donc un frein pour son développement. Alors, on peut peut-être parler de l'association bilan carbone et du fait qu'il y a possibilité aussi de s'auto-former hein, sur ces sujets-là. Et qu'il y a peut-être aussi le bilan carbone comme étant un élément. Il y a d'autres outils, hein, ce n'est pas le seul outil pour mesurer les impacts environnementaux et les impacts climatiques, mais peut-être apporter des compléments sur ces aspects d'enjeux de coût. Alors, effectivement, déjà, le bilan carbone, c'est une méthodologie qui est ouverte. Alors, en ce qui concerne le bilan carbone, c'est une association qui le gère et donc il faut quand même être adhérent pour avoir accès à aux outils qui sont développés et qui sont de très bonne qualité d'ailleurs. Après, il y a un niveau encore en dessous qui est le bilan GES, donc ça c'est l'obligation là, pour les entreprises de plus de 500 salariés. Dans les deux cas, c'est des outils qui sont relativement open source en fait. Après, la question c'est plus est-ce qu'on a l'expertise pour les utiliser soi-même, mais au final, il n'y a rien de très sorcier en fait. À coup de quelques tutos, en fait, quelqu'un au sein d'une entreprise peut tout à fait, je pense,
s'improviser responsable bilan carbone, en gros. Éventuellement avec un petit peu d'aide à droite à gauche. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore d'outils vraiment standardisés parce que qui ferait que ça coûte pas cher, parce que derrière, il y a quand même toujours, c'est une démarche qui est à chaque fois très spécifique au contexte de l'entreprise et qui nécessite quand même une bonne connaissance des données internes et des enjeux internes, ce qui fait que il n'y a pas de baguette magique avec une plateforme où on rentre 4 fichiers et puis tout est bon. Il commence à y avoir des choses qui permettent d'avoir en gros un bilan carbone très grossier, mais c'est bien, hein, ça donne déjà une première idée, c'est vachement important pour pouvoir se positionner, d'avoir quelques premiers éléments. Mais après, l'enjeu, et même pour les bilans carbone avancés, c'est toujours une démarche itérative de comment on précise toujours plus l'empreinte carbone de son activité, de son entreprise. Donc, c'est vrai que c'est un peu cher pour faire un vrai bilan carbone labellisé par l'association Bilan Carbone, mais il y a quand même quelques alternatives diverses et variées. Et globalement, Greenflex en fait, Mobitip en fait, mais il y a plein d'acteurs qui en font désormais. On va dire que le coût baisse petit à petit, quoi. On peut peut-être préciser aussi que bon, il y a un coût au fait de faire un bilan carbone, mais il y a un coût au fait de ne rien faire. Et que pour refléter ce coût justement de l'inaction, beaucoup d'entreprises ont fixé un coût interne au CO2. Donc c'est le cas d'un grand constructeur aéronautique de Toulouse. Et c'est un des leviers pour essayer de faire en sorte que l'investissement financier reflète plus aussi les impacts environnementaux. Oui, là-dessus, si je me permets de faire 30 secondes de pub, Mobitip, on a lancé notre société sur de l'analyse de données. La généalogie, c'est des bilans carbone, mais le concept, c'est que en valorisant la sobriété des usages à travers différents usages sur différentes thématiques, on atteint la sobriété carbone, mais surtout on optimise aussi les frais généraux. Et clairement, le bilan carbone est un outil de contrôle de gestion extra-financier, mais qui est très très intéressant. Et sur l'autre question qui est où est-ce qu'on en est de la comptabilité écologique, moi à titre personnel, je pense qu'on en est encore très loin. Par contre, désormais, on peut espérer qu'il y ait une comptabilité carbone qui est une unité physique et qui d'une certaine manière est même plus tangible qu'un euro, parce qu'aujourd'hui un euro, le système est encore relativement stable et on sait tous qu'on peut acheter à peu près avec un euro aujourd'hui. Mais le jour où l'instabilité devient plus forte que le système, notre euro, il peut fluctuer énormément. Donc, les données physiques vont être quand même super intéressantes dans les années à venir, les kilowattheures, les grammes de CO2. Et à mon avis, la comptabilité carbone va vraiment émerger, notamment dans la finance. Comptabilité écologique, mais du coup, limite, pourquoi pas bonheur national brut, etc. Là, c'est beaucoup prospectif. C'est un point de vue. Là, nous ouvrons sur les limites du produit intérieur brut, mais il est déjà 15 heures. Et je pense qu'il nous faudrait une heure de plus pour pouvoir traiter tous ces sujets-là de PIB, de PNB et peut-être de fonds ISR aussi. Nous n'avons pas eu trop le temps d'aborder ce qui est un fonds ISR. On arrive à la fin de l'atelier, donc je tiens vraiment à vous remercier très chaleureusement pour votre intervention, Jérôme et Magali. J'espère que ça aura été utile pour tout le monde et on est bien sûr preneur des retours. Ça peut être dans les questions et les réponses d'ailleurs, si vous voulez vous exprimer sur cet atelier. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.